Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, comme tous les dimanches sur LCI. Au sommaire de notre dimanche, les derniers fantômes de Michel Fourniret. Cette semaine, l'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, a été conduite dans l'Orne pour tenter de retrouver la dépouille de Lydie Lauger. Lydie Lauger, c'est cette mère de 29 ans, disparue à la veille de Noël en 1993. 32 ans après les faits, une reconstitution a donc eu lieu cette semaine. Monique Olivier a été présente sur place pendant près de 6 heures et elle a parlé. Qu'a-t-elle dit ? Eh bien, vous le saurez dans un instant grâce à l'avocate de la famille de Lydie Lauger, maître Corinne Herman, qui est notre invitée ce dimanche. Et puis un témoignage bouleversant également ce dimanche, celui d'une mère qui se bat pour savoir la vérité sur la mort de son fils. Abel avait 20 ans quand son corps a été découvert en décembre 2022 sur une plage de l'île de Ré. La justice parle d'un suicide et veut clore le dossier, mais dans cette affaire, il y a de très nombreuses incohérences, de très nombreux faits qui viennent contredire l'hypothèse du suicide. La mère d'Abel lance aujourd'hui un appel à témoins. Elle en appelle au président de la République. Elle sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, soyez les bienvenus. Chapitre 21, tout de suite, le fait de la semaine. Le fait de la semaine qui nous plonge dans l'univers des criminels en série. On va parler de Michel Fourniret dans un instant. Mais cette semaine, on a tous été étonnés par cette information concernant un autre criminel en série, un homme qui a sévi pendant des années, qui est peut-être l'un des pires prédateurs sexuels que la France ait connu. On va évidemment tout vous expliquer, vous livrer de l'analyse grâce à Corinne Herman. Bonjour maître, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Lauger. On va parler évidemment de cette affaire et de Michel Fourniret dans un instant, mais je voulais que vous soyez là dès le début parce que vous êtes une grande avocate, spécialiste des criminels en série, spécialiste des cold cases, donc votre regard va être particulièrement intéressant. Merci beaucoup d'être avec nous. On va décortiquer cette affaire avec vous, Alexandra Guillet. Bonjour, oui. Journaliste police-justice TF1 LCI. Merci d'être avec nous. Je vous le disais donc, on a tous été surpris cette semaine en découvrant le visage d'un homme. Cet homme s'appelle Jacques Leveugle. C'est le procureur qui a donné son nom. C'est lui, Jacques Leveugle. Il a 79 ans et on lui reproche 89 agressions sexuelles sur mineurs en près de 60 ans. Alexandra, on a besoin de comprendre parce que cette histoire, elle est folle. On n'est qu'au début d'ailleurs de cette histoire. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de cet individu précisément ? Alors, comme vous le disiez, cet homme, on sait qu'il a 79 ans. Il est né en 1946 à Annecy, qu'il a fait des études de lettres et également des formations d'éducateur, mais sans jamais aller jusqu'à leur terme. Ce qui ne l'empêchera pas pour autant de travailler tout au long de sa vie avec des enfants pendant plus d'un demi-siècle, 6 décennies, tantôt comme professeur, tantôt comme éducateur, avec une première particularité, c'est qu'il va sillonner le monde. Il va s'installer dans 8 pays différents et travailler toujours au contact de ses enfants. Et à chaque fois, il va y avoir des rapports sexuels avec des jeunes. Il va devenir une sorte de routard du crime sexuel. Et si on a connaissance de ces agressions aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il y a eu une autre particularité dans ce dossier, c'est qu'il a consigné tous ces actes dans des écrits, dans des mémoires, 15 tomes, 1 millier de feuillets en tout, que les enquêteurs ont donc découvert il y a maintenant quelques années. Alors on va reprendre tous ces éléments parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Vous le dites, il a sillonné à la fois plusieurs régions de France et le monde. Regardez, on a une petite carte de ces territoires qu'il a pu sillonner. D'abord en France, les Cévennes, le Gard, le Sud-Ouest, mais il a également sévi en Allemagne, au Portugal, au Maroc, en Algérie, au Niger, en Colombie, aux Philippines, avec un mode opératoire, parce que c'est aussi extrêmement important, Alexandra, qui se répète, qui est très précis, qui est toujours le même. Oui, enfin, ce qui ressort en fait, c'est qu'il passait beaucoup de temps avec ces jeunes. Le procureur de la République de Grenoble, dans sa conférence de presse en début de semaine, va expliquer qu'en fait, il a usé de son aura extraordinaire, de par sa culture et de par son charisme auprès de jeunes qui, eux, étaient souvent issus de milieux défavorisés. En fait, il le faisait en leur faisant découvrir des musées, l'architecture, l'apprentissage de langues étrangères, la littérature aussi. Pour certains, il leur a payé des études supérieures. Mais c'est pas de la violence et de la contrainte, c'est une forme d'emprise qu'il établissait sur eux. Exactement. Et un enquêteur a même parlé à ce sujet d'une toile tissé à chaque fois par cet homme autour de chacun des jeunes pour lesquels, je cite cet enquêteur, il s'investissait intellectuellement, mais pour mieux assouvir derrière ses pulsions sexuelles. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut savoir que si la plupart des victimes qui ont pu être identifiées aujourd'hui et qui ont déposé plainte,
peu se sont constituées pour l'instant partie civile, car, note le procureur, il y a chez certaines une ambivalence, c'est-à-dire que certains peuvent ressentir une sorte de gratitude aussi pour cet homme qui, quelque part, les a aidés si on met de côté ces agressions sexuelles. Corinne Herman, c'est fascinant parce qu'on est là dans ces doubles facettes de ces criminels en série, c'est-à-dire des individus qui, sous couvert de vouloir rendre service, accompagner en l'occurrence des mineurs, vont sévir pendant 60 ans. C'est quelqu'un qui a eu une double vie, qui a donné l'illusion, mais on peut penser à Dino Scala, qui était éducateur, président du club de foot et qui violait des femmes. C'est une double vie, c'est une illusion. Tout à fait, surtout en matière d'agression sexuelle, il faut évidemment approcher la victime et s'organiser pour que cette victime ne vous dénonce pas. Et quand on est devant des enfants, c'est assez facile de les mettre sous emprise et de les guider, surtout quand on est enseignant ou quand on est éducateur. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup d'agresseurs dans ce monde d'éducateurs et d'enseignants, parce qu'ils ont cette relation à l'enfant qui leur permet finalement de s'assurer une certaine impunité. Ce qui est intéressant, et vous commenciez à l'évoquer, Alexandra, c'est la manière dont on est remonté à cet homme. C'est son neveu qui a eu des doutes sur le comportement de son oncle. Il a récupéré des clés USB. Quand il a découvert ce qu'il y avait dessus, eh bien, il est allé voir tout simplement les gendarmes. Récit de Laszlo Jalabert. Le neveu du suspect remet aux gendarmes des clés USB appartenant à son oncle. À l'intérieur, des écrits glaçants rédigés entre 1967 et 2022. 15 tomes où l'homme décrit des rapports sexuels avec 89 mineurs de 13 à 17 ans. Nous avons choisi de ne pas diffuser certains détails, trop sordides. Depuis longtemps, je connais ma nature particulière, qui me fait m'attacher brusquement à un garçon au seuil de la puberté. Maître, là aussi c'est intéressant parce qu'on en a connu d'autres, des criminels en série, que ce soit des tueurs, des violeurs, qui consignaient tout par écrit. On peut penser à Joël Le Squarnec, ce médecin qui consignait toutes les atrocités qu'il faisait subir à ses patients, comme une forme de fascination parce qu'il faisait lui-même ce besoin d'une glorification par les écrits. Oui, c'est une façon aussi d'abord de retrouver les victimes et la mémoire des victimes, parce que lorsqu'on a 60 ans de carrière criminelle, faut quand même se souvenir des victimes et de pouvoir revenir, évoluer par rapport à ça. Ça devient carrément des criminels professionnels en fait, hein, notamment les violeurs en série, puisqu'on est dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que le fait de consigner, c'est aussi d'être le héros de sa propre histoire et de l'écrire à sa façon et selon ses critères à lui. Personne ne peut la réécrire pour eux, c'est leur façon de fixer dans le marbre les faits et leur façon de procéder. C'est aussi une façon d'être le héros en fait de ces écrits. On le retrouve aussi chez les tueurs en série, mais de façon pas forcément aussi détaillée que dans ce cas-là. Mais par exemple, Michel Fourniret faisait des tableaux de ses victimes, écrivait, listait ses victimes et laissait des pages blanches pour donner l'impression qu'il y en avait beaucoup d'autres, en espérant qu'on allait l'interroger. Beaucoup, Émile Louis a écrit un livre sur sur les faits qu'il a commis. Ils sont très attirés par ce côté intellectuel, une façon d'intellectualiser parfois, de se donner cette aura d'héros en écrivant. C'est intéressant d'ailleurs, comment il se décrit. Même encore plus récent, si on prend Dominique Pellico qui consignait, qui gardait toutes ses vidéos. Ouais. Comment il se décrit dans ces 10 tomes? Comment il parle de lui? Alors c'est très cultivé littéraire, on va dire. Le procureur a lu quelques extraits effectivement assez terrifiants finalement de ses mémoires. Il se décrit dedans comme un gentleman boy lover et il explique également, on en a vu un extrait tout à l'heure, il cite Gide, il cite Monterland, et puis il se décrit comme un pédéraste qui connaît par sa nature particulière qui le fait s'intéresser aux garçons effectivement qui se trouvent au seuil de la puberté. Il essaye de trouver toujours des arguments, des références dans la littérature par rapport à la façon dont lui se voit et se projette dans ses relations avec les enfants. On en est arrivé à 89 victimes avec ses écrits, parce qu'il y a 89 noms, mais en fait il pourrait y en avoir beaucoup plus des victimes. D'ailleurs le procureur a lancé un appel à témoins. On va le regarder, cet appel à témoins, parce qu'il est très intéressant. Il nous apprend aussi beaucoup de choses sur le parcours de cet individu, parce que cet appel à témoins, il a été constitué avec plusieurs photos de cet homme à différentes époques de sa vie, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, 2000, avec des photos, parce qu'on voit qu'il a évidemment vieilli dans le temps et qu'il avait donc des visages différents. L'idée, c'est que les victimes se signalent en reconnaissant cette photo. Ce
qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le parcours criminel d'un individu. Vous savez parfaitement à quel point c'est compliqué de faire ce parcours criminel. Alors là, ça sera moins compliqué puisqu'on a des repères dans le temps, qu'il a laissé des écrits et qu'il va falloir combler ces écrits. Peut-être pas, peut-être qu'il n'y a pas d'autres victimes, peut-être qu'il y en a. Nous-mêmes, nous avons réagi tout de suite auprès de victimes que nous avons dans l'Isère pour voir s'ils reconnaissaient ces photos. On leur a demandé de regarder ces photos. On va poser des questions à la justice parce qu'on a évidemment des affaires non résolues qui datent de 83, 87, 89 dans la région de l'Isère et on se pose la question qui concerne des petits garçons. Et donc on a évidemment transmis cet appel à témoins. Là, c'est vraiment l'appel à témoins avec une possibilité de reconnaître à plusieurs âges cet auteur parce qu'évidemment on évolue, qu'il a beaucoup évolué et qu'une photo peut parler à une victime plutôt qu'une autre. Mais comme il avait une relation assez complète avec il restait assez longtemps, je pense, en contact avec ses victimes. On devrait pouvoir les identifier. On va se manifester. Oui, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a a priori au moins 89 victimes recensées. Donc l'idée, c'est de voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est également d'identifier ces 89 victimes, car ils l'ont dit, les enquêteurs, sur ces 89, en fait, ils n'en ont formellement identifié qu'une quarantaine. Les autres, ils ont juste un prénom ou alors un nom, mais pas une localisation géographique. Et du coup, c'est un jeu de pistes, c'est un puzzle. Ils essayent de le reconstituer, et c'est pour ça qu'il y a cet appel à témoins. C'est aussi parce que ils ont des écrits où il y a clairement un enfant quelque part victime, mais ils ne savent pas le retrouver pour l'instant. C'est aussi pour ces enfants-là que l'appel à témoins est lancé. Et il faut, pour être complet, se dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver parce qu'il a aussi à son actif des accusations de meurtre, Alexandra. Oui, effectivement, c'est ce qu'on apprend dans ses mémoires et c'est ce qu'il a reconnu aussi face aux enquêteurs. Il a reconnu avoir volontairement donné la mort à 2 personnes. Sa mère, d'abord, c'était en 1974, alors que celle-ci était en phase terminale d'un cancer et qu'il a dit qu'il avait voulu abréger ses souffrances après l'avoir trouvée particulièrement affaiblie. Et puis plus récemment, en 1992, là, c'est sa tante, alors âgée de 92 ans, sans pathologie particulière, qu'il a également tué. Il explique les avoir toutes les deux, en fait, tuées de la même manière en les étouffant avec son coussin. Jacques Leveugle, dont on va remonter le parcours criminel, découvrir l'ampleur de l'horreur, si je puis dire. Merci beaucoup, Alexandra, pour toutes ces explications. On suivra ce dossier, évidemment, grâce à vous, grâce au service police-justice de TF1 LCI. On va maintenant se plonger au cœur de l'enquête. On se plonge ce dimanche dans une enquête de 32 ans. Une enquête qui a abouti cette semaine à une reconstitution dans l'Orne. L'enquête sur la disparition de Lydie Loger. Lydie Loger, c'est cette jeune femme de 29 ans dont on va voir le visage. Elle était mère de famille. Elle avait un petit garçon de 7 ans. En décembre 1993, elle se préparait évidemment à fêter Noël avec lui, avec toute sa famille. Et puis elle disparaît. Et on remonte la trace de Michel Fourniret. C'est sa dépouille qu'on cherche aujourd'hui, mais des réponses aussi pour sa famille, pour comprendre le calvaire qu'elle a pu vivre. C'est cette histoire dans laquelle on va se replonger avec vous, Maître Corinne Herman. Vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. Vous avez participé à cette reconstitution toute cette semaine. Vous allez nous raconter ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Et puis Michel Fine nous a rejoint. Bonjour Michel. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes l'une des très grandes spécialistes, même la meilleure spécialiste du dossier Fourniret. Vous êtes... Appris de Corinne. Eh ben, mais vous travaillez ensemble. On vous lit. Évidemment, il y a ce livre dans le cerveau du tueur, paru en livre de poche il y a peu de temps, pour se plonger dans ce couple diabolique. Et puis vous êtes aussi la réalisatrice de la série Netflix Dans la tête de Monique Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est précieux de vous avoir toutes les deux parce que cette histoire illustre l'horreur de ce couple diabolique, comme on les a surnommés beaucoup, Michel Fourniret, Monique Olivier. Avant que vous nous racontiez la reconstitution, on va peut-être raconter à nos téléspectateurs ce qui est arrivé à Lydie Loger, ce qu'on en sait du moins. On est, Michel, le 18 décembre 1993, je le disais, elle a un petit garçon, Lydie Loger. Elle se prépare en fait ce jour-là à fêter Noël. Oui, elle fait ses courses de Noël, elle est avec une amie et elle va dans le centre-ville d'Argentan. Ensuite, elle va dans des supermarchés et puis elle rentre à la maison et ensuite plus de nouvelles. Sa sœur appelle, essaie de la joindre dans la soirée. Le lendemain, son ex-compagnon ramène son fils, dont il avait la garde. La voiture est garée devant la maison, avec les clés sur le contact. À l'intérieur, le linge est dans le lave-linge. Le sapin est encore dans l'entrée, comme si le temps s'était figé, et elle a complètement disparu. Comment démarre l'enquête, maître, à ce moment-là? Comment ça se passe au tout début?
Au début, ça va très vite puisque les sœurs sont très en contact entre elles. Donc, elle a des sœurs avec lesquelles elle a des contacts réguliers, et puis elle a des contacts avec sa maman, ses tantes. Et en fait, il y aura un dernier appel téléphonique le soir vers 19h30. Et ensuite, l'une des sœurs va appeler un petit peu plus tard, et il n'y a plus de réponse. Lydie ne répond plus. Et donc, très rapidement, le lendemain, quand son ex-mari va ramener leur enfant dont elle a la garde, il va s'avérer qu'elle n'était pas là, qu'elle n'est pas à son pavillon. Et dès le lendemain, les sœurs vont intervenir, vont revenir dans le pavillon, voyant l'état du pavillon et voyant que leur sœur ne leur répond pas, alors que c'est pas son habitude, vont déclencher très vite les choses. L'enquête au début, Michel, elle piétine assez vite en fait. On a assez peu d'éléments de réponse au démarrage de cette enquête. Le principal suspect à l'époque, celui sur lequel on se pose des questions, parce que les enquêtes en matière de disparition souvent commencent par la cellule familiale, parce qu'on dit toujours que dans 80% des cas, la réponse se trouve dans la cellule familiale, dont le compagnon, le mari, etc. Il est suspecté, et il est le premier suspect pendant très longtemps. Il sera mis hors de cause. Il est mis hors de cause. Et l'histoire va patiner. On va reprendre la chronologie d'ailleurs, parce qu'elle va patiner pendant 10 ans, cette histoire. Donc on le disait, 1993, la disparition de Lydie Loger. En 2003, on bascule en Belgique, arrestation de Michel Fourniret et Monique Olivier, qu'on ne connaît pas à cette époque-là. On ne connaît pas du tout l'ampleur de ce qu'ont pu faire ces deux individus. Et puis arrêté sur une tentative d'enlèvement. Arrêté sur une tentative d'enlèvement. Et en 2004, c'est Monique Olivier la première qui parle et qui va... Travaillée par les Belges, par les enquêteurs belges pendant 1 an. Elle vient, elle est interrogée 110 ou 120 fois, quelque chose comme ça. Il la lâche pas jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer 8 meurtres. Mais elle ne parle pas de Lydie Loger. Non, elle parle pas. C'est pas associé à Lydie Loger. En fait, à l'époque, les Belges font un énorme boulot de préservation d'indices. Ils recueillent dans la camionnette, parce que Michel Fourniret avec une camionnette avec laquelle il enlevait les victimes. Camionnette de l'horreur. 1996, à laquelle il avait donné un petit nom qu'il appelait Jojo. Et donc ils vont faire des fouilles, ils vont faire énormément de prélèvements, et tout ça va être gardé. Et il va falloir attendre 2018 pour que les Français fassent des comparaisons entre les ADN qui ont été prélevés dans la camionnette et une liste de victimes potentielles de Michel Fourniret. Ça va être un peu un travail de titan, parce que il n'y a pas de fichier des victimes, il n'y a pas de fichier des jeunes femmes disparues en France. Donc il va falloir, ils ont listé des jeunes femmes qui ont disparu, il y a, je sais pas, 70 ou 80 jeunes femmes, et ils vont en prendre 20, dont ils vont comparer les ADN avec ceux qu'on a retrouvés dans la camionnette. Et c'est là. Et il va y avoir un ADN qui va matcher, c'est l'ADN de Lydie Loger. Personne ne pensait à elle. C'est comme ça qu'on va relier l'affaire qu'on appelle la disparition de Lydie Loger et Michel Fourniret, Monique Olivier. Et c'est comme ça que pendant des années, on va essayer de faire parler Michel Fourniret qui ne parlera pas, Monique Olivier qui ne parlera pas, jusqu'à ces dernières années où les choses sont en train de bouger. Vous allez nous raconter aussi comment on arrive à faire parler Monique Olivier, mais c'est comme ça qu'on est arrivé à cette reconstitution. 32 ans après, faut quand même se figurer de ce délai qui est passé. Il y a donc eu un retour sur les lieux, comme on dit. On va voir l'image du pavillon où vivait Lydie Loger, parce que c'est là que vous êtes allé cette semaine. Une reconstitution qui a duré plus de 6 heures, c'est ça ? 7 heures. 7 heures. Comment ça s'est passé ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Monique Olivier a toujours essayé d'aider la justice. Elle a quand même donné des éléments. Elle a fini par avouer ses faits au bout d'un certain nombre d'interrogatoires. Il faut savoir que Michel Fourniret avait avoué ses faits en 2018 après l'identification de l'empreinte génétique de Lydie Loger dans son fourgon, dans un tapis de sol, un élément pileux dans un tapis de sol. Elle aide à sa façon. Donc, dans un premier temps, lui avoué, on avait cette empreinte génétique dans le fourgon, et ensuite, elle a d'abord nié, puis elle a admis que lui avait commis les faits, puis elle a admis qu'elle était présente, puis elle a admis qu'elle avait participé. Par petites bribes. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'issue de toutes ces déclarations et des déclarations de Michel Fourniret, qui est décédé aujourd'hui, on a reconstitué, comme on le fait dans les affaires criminelles quand c'est possible, retourner sur les lieux pour essayer de reconstituer le scénario, puisqu'elle ne nous donne pas tout. C'est d'ailleurs assez classique concernant les criminels quand ils passent des aveux ou quand ils parlent. Donc elle ne nous donne pas tous les éléments, puis ceux qu'elle nous donne, il faut quand même aller les vérifier
vérifier sur les lieux. Donc c'était une maison isolée à l'époque, elle l'est moins, mais en tous les cas c'était une maison isolée. Comment ils ont approché Lydie Lauger, comment ils l'ont suivie dans le véhicule, ou comment ils se sont rapprochés d'elle, comment ils ont approché ce pavillon, et comment les choses se sont passées, comment ils ont enlevé puis tué Lydie Lauger. Concrètement, ça veut dire que vous commencez devant la maison de Lydie Lauger, avec la juge, avec évidemment des gendarmes, vous, Monique Olivier. On lui demande de raconter. Qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle dit à la juge? On lui demande de raconter, on lui demande d'expliquer comment les choses se sont passées, et parfois il y a des enquêteurs qui vont jouer le rôle de Michel Fourniret, de Monique Olivier ou de la victime pour remettre les choses en situation. Et là, dans ce cas-là, il y a des photographies qui sont prises pour pouvoir expliquer ensuite aux jurés, pour pouvoir expliquer en cour d'assises, qui est une façon de visualiser les choses, mais c'est aussi pour la mettre devant ses contradictions, parce qu'il y a quand même des choses qu'elle ne nous dit pas, et donc pour essayer de lui Sur quoi montrer. elle ne parle pas? C'est très compliqué, ce type de criminel, et en plus c'est une femme, c'est très compliqué parce que elle va dire, d'abord elle ne se rappelle peut-être pas de tous les éléments, ensuite elle peut jouer avec nous aussi parce qu'il y a des choses qui la mettent tellement en question, qui la mettent tellement sa responsabilité en évidence qu'elle ne veut pas le dire. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs procès, qu'elle a beaucoup souffert de ces procès, elle le dit, où on lui a reproché ce qu'elle a fait, où on lui a reproché certains actes, elle n'a plus envie de s'exposer de cette façon-là aujourd'hui, elle n'a plus envie qu'on lui reproche peut-être d'avoir accosté Lydie Lauger ou des choses comme ça. Donc il y a des parties du scénario qui nous manquent, qu'on va pouvoir mettre en évidence sur le terrain. Il y a des choses qu'elle a dit qui sont vraies qu'on va aussi mettre en évidence parce qu'il faut quand même vérifier ses aveux et puis les conforter. Donc voilà. Et puis Michel Fourniret n'étant plus là, il faut aussi qu'on puisse comprendre comment lui s'est comporté sur cette scène de crime, comment il agit. Donc il y a d'abord le moment où ils vont la repérer, le moment où ils vont l'approcher, et puis le moment où ils vont repartir, puisque il y a cet enjeu aussi de trouver le corps de Lydie Lauger et d'affiner les déclarations de Monique Olivier. Et en ce qui concerne le corps, elle a donné beaucoup d'éléments, mais elle a aussi ses limites. Il y a eu beaucoup de victimes, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que quand on a beaucoup de victimes, il y a des choses qui se mélangent dans le temps. Et donc pour que ce scénario puisse s'affiner, il faut la ramener sur les lieux pour qu'elle se souvienne. Elle a essayé d'aider dans ce dossier, sur le lieu d'enfouissement du corps de Lydie Lauger, mais c'est compliqué évidemment à retrouver, donc il fallait retourner sur les lieux avec elle. Faire parler Monique Olivier, c'est pas facile. La juge Kéris, donc la juge en charge de ce dossier, a trouvé probablement le bon moyen pour réussir à percer la carapace Monique Olivier. Elle la connaît depuis 2018. Ça fait des années qu'elle l'interroge, qu'elle l'approche, qu'elle a travaillé avec elle, qu'elle a travaillé avec les avocats, avec des psychocriminologues de la gendarmerie, et qu'elle a travaillé aussi avec le couple, c'est-à-dire lui d'un côté et elle de l'autre. Et finalement, c'était presque plus facile de l'interroger lui que de l'interroger elle. Enfin, moi, c'est ce qui me semble, parce que lui, finalement, c'était un narcissique, c'était un pervers, c'était quelqu'un dont il fallait flatter l'ego, et une fois qu'on avait flatté son ego, il se livrait, il était content qu'on s'intéresse à lui. Elle, c'est beaucoup plus compliqué. Toutes les séquences d'interrogatoires qui ont eu lieu dans l'affaire d'Estelle Mouzin, par exemple, c'était des semaines, enfin c'est 4 jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle disait rien et elle finissait par donner des petits éléments à la fin. Donc, et puis ce qu'a su faire Madame Kéris, avec sa greffière notamment, c'est de s'entourer d'une équipe avec des spécialistes, de laisser la porte ouverte aux avocats. Corinne le sait, les avocats qui travaillaient par exemple sur Estelle Mouzin, ils n'étaient pas forcément entendus par les juges à l'époque. Madame Kéris a su entendre les suggestions des avocats, donc ça a complètement changé l'ordre des choses. Et puis elle a créé une relation de confiance avec Monique Olivier. Monique Olivier, c'est l'une des femmes qui ont été les plus entendues en France, les plus interrogées. Donc elle a l'habitude, elle sait comment commencer un interrogatoire, elle sait ce qu'on va lui dire au début, au milieu, à la fin. C'est une espèce de routine, donc elle connaît cette routine. Et ce qu'a fait Madame Kéris, c'est de casser cette routine. Essayer de la sortir du bureau, l'amener en extérieur, l'amener sur les lieux. Quand elle dit quelque chose, on la ramène sur les lieux. Et petit à petit, elle finit par se livrer. Monique Olivier, c'est à la fois cette intelligence du crime, c'est-à-dire que c'est l'intelligence de savoir s'adapter aux interrogatoires, aux individus qui vont lui poser des questions, et puis c'est la perversité totale.
Il faut quand même le dire. Comment vous, qui l'avez sondée pleinement, vous la qualifiez? Alors, moi, j'ai interrogé, je l'ai pas sondée, j'ai interrogé une catégorie de personnes qui la connaissent bien, qui sont ses codétenus, notamment sa garde du corps, qui raconte des choses qui sont assez glaçantes, qui raconte une Monique Olivier en prison. Enfin, elle avait une garde du corps parce que il y avait un certain nombre de codétenus autour d'elle, et elle raconte une Monique Olivier en prison qui avait une certaine jouissance à raconter les enlèvements, notamment celui d'Estelle Mouzin. Elle s'en vante? Elle s'amusait avec. La garde du corps raconte qu'elle plaisantait, qu'elle rigolait en disant celle-là ils la retrouveront jamais, qu'elle jouait à qui est-ce avec des victimes, celle-ci, celle-là, etc. Donc une certaine forme de jouissance à re-raconter ce qu'elle avait fait. C'est terrible parce que il y a ça, il y a toute cette vérité-là, et puis il y a la femme que vous avez vue en face de vous cette semaine. Est-ce qu'elle renvoie ça? Est-ce qu'elle dégage ça? Monique Olivier, nous, on l'interroge depuis 22 ans. Donc, on l'interroge réellement dans le bureau du juge, mais aussi dans le cadre de la reconstitution. On lui pose des questions, et comme on la connaît bien, elle peut pas trop nous balader non plus. Donc, on va pas rentrer dans son jeu, mais on connaît tous ces aspects de Monique Olivier. Mais quand on est dans les yeux de Monique Olivier et qu'on est face à elle et qu'on l'interroge, évidemment, il y a des process à mettre en place qu'on la connaît tellement. On l'a affrontée en audience, en tout cas, on l'a interrogée en audience, on l'a observée en audience, on l'a observé lors de toute une série de reconstitutions, puisqu'on a déjà eu des reconstitutions en 2005 avec elle, dans la région de Charleville. Donc on la voit évoluer. C'est une femme qui évolue aussi en prison. Sa parole évolue. Elle pose plus les mots de la même façon. Donc il faut aussi qu'on s'adapte, et nous aussi on évolue. C'est quand même quelqu'un avec lequel on peut avoir un échange, mais c'est aussi piégeant par moments. C'est quelqu'un qui, je le disais à l'audience, lors de l'audience pour l'affaire Estelle Mouzin et d'autres victimes, qu'elle pouvait être on-off, c'est-à-dire qu'elle pouvait être une femme de tous les jours, on voit rien, et puis tout d'un coup reparler des crimes, ou l'inverse, c'est-à-dire arrêter la communication avec nous et parler de choses et d'autres qui l'intéressent. Mais c'est un vrai travail d'approche qui se fait. Je dirais qu'on approche petit à petit. La juge a fait aussi pas à pas. On a été là à chaque fois, pratiquement en tout cas, qu'il y a eu des sorties, des reconstitutions. Elle nous connaît, ce qui crée aussi une ambiance qui peut faciliter certains échanges, mais aussi elle nous connaît, donc elle sait où on peut la bloquer. Et tout cela, on connaît aussi tous ceux qui l'ont approchée. Il y a des gens qui la connaissent plus ou moins bien, il y a des gens qui connaissent que la surface de cette femme, qui est une femme qu'on pourrait croiser dans la rue sans s'arrêter, et qui est néanmoins une des plus grandes criminelles françaises. Et puis il y a son avocat, qui joue un rôle important aussi, bien parce sûr. qu'il la pousse à parler. Il la pousse à révéler, à dire où sont les corps, ce qui est quand même assez... C'est un travail de commun, parce qu'il y a effectivement, comme le disait Michel, toute une équipe autour de la juge, notamment par exemple des géoprofilers qui vont aller repérer les endroits, trouver les endroits qui peuvent correspondre à ces descriptions, parce qu'il faut prendre sa parole telle qu'elle est, donc rechercher pour essayer de restituer ce corps à la famille. Mais il y a aussi des experts, des comportementalistes, il y a aussi des enquêteurs qui connaissent parfaitement son parcours. Il y a toute une équipe autour de la juge d'instruction qui permet justement d'avancer pas à pas. Le but, évidemment, ultime, et vous allez nous en parler, de la famille de Lydie Loger, c'est de pouvoir retrouver la dépouille de Lydie pour pouvoir avoir une sépulture, pour pouvoir avoir un lieu où se recueillir. Qu'est-ce qu'elle a donné, Monique Olivier, comme indication sur le lieu où il se serait débarrassé, pardon de l'expression, avec Michel Fourniret, du corps de Lydie Loger? Elle a été assez précise, je crois. Il y a eu un appel à témoins. Oui. Qui il y a eu un appel à témoins de la gendarmerie en octobre. Et cet appel à témoins, donc la photo qui est retrouvée pour essayer de mettre en image les paroles de Monique Olivier, pas tout à fait ça, mais en tous les cas, elle a parlé d'une falaise. On a lancé des appels à témoins, et je le refais aujourd'hui sur votre plateau. Si quelqu'un se souvient avoir découvert des ossements dans une falaise dans la région ou plus loin, on a écarté la région parce qu'elle n'a pas la notion du nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru. Mais si quelqu'un a trouvé quelque chose, il ne faut pas avoir peur de témoigner. Aujourd'hui, on est 32 ans après, comme vous le dites. C'est plus la question. La question aujourd'hui, c'est de pouvoir ramener le corps de Lydie Loger à sa famille. Donc c'est pour cela qu'il y a eu des appels à témoins par la gendarmerie. Se trouve facilement sur
sur Internet. Elle parle d'un trou assez profond, je crois. Elle parle en fait d'une falaise naturel. Avec un creux dans lequel ils auraient placé le corps de Lydie Laugier, une falaise blanche, mais vraiment blanche, qui peut être pas forcément dans la région, qui peut être un peu plus loin, qui peut se rapprocher de Paris. Donc si quelqu'un a trouvé quelque chose, faut pas se dire moi je suis trop loin ou voilà. C'est très important parce que le dossier va aller à sa clôture. On a les éléments, on a un dossier, on a les aveux de Michel. Ça veut dire un procès. Pardon. Ça veut dire un procès. Oui, parce qu'on a les aveux, c'est rare, des dossiers, on est aussi confortable, on a autant d'éléments. On a les aveux de Michel Fourniret, on a cette empreinte génétique qui est indiscutable puisqu'on a reconstitué l'empreinte génétique de Lydie Laugier, on l'a, donc on a pu comparer, il n'y a pas de discussion. Et puis, il y a Monique Olivier qui nous a donné toute une série d'éléments qui correspondent d'abord tout à fait aux déclarations de Michel Fourniret, mais aussi à ce qu'on a pu reconstituer sur place. Donc, on va aller à ce procès, enfin, en tout cas, moi j'en ai la conviction, je peux me tromper, mais j'en ai la conviction. Simplement, retrouver le corps de Lydie Laugier, c'est aussi une considération concernant le combat de cette famille qui a toujours recherché Lydie, qui a toujours essayé de stimuler cette justice qui ne voulait pas, parce que c'est quand même ce qui se passe. Les empreintes génétiques, on les avait pendant 10 ans, on a demandé à ce qu'elles soient analysées, et il y en aura peut-être d'autres qui vont parler encore. Mais voilà, on va aller vers un procès, mais trouver le corps de Lydie, c'est aussi compléter le scénario, et puis rendre hommage à cette famille qui s'est tellement battue. Un dernier mot, Michel, sur Monique Olivier. Aujourd'hui, c'est un peu la gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'elle qui peut parler. Est-ce qu'elle a été, j'aime dire, la gardienne des secrets tout au long de cette histoire? On s'est beaucoup interrogé sur qui était le vrai leader de ce couple qui commettait l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Pour vous, quel rôle elle a joué dans tout ça et quel rôle elle joue aujourd'hui? Alors, à minima, elle a joué le rôle de complice, c'est elle qui faisait monter les victimes dans la voiture. Est-ce qu'elle est allée beaucoup plus loin? On sait que, à certains moments, elle maintenait les victimes pour que Michel Fourniret puisse les tuer. Est-ce qu'elle est allée encore plus loin? Parfois, il a dit, notamment dans le cas de Farida Amish, que c'était elle qui avait tué, mais ça n'a jamais été démontré. Monique Olivier, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a une forme d'intelligence, en tout cas. Les experts au premier procès avaient dit qu'elle avait 131 de QI. D'autres experts ont dit 90. Donc c'est quand même quelqu'un qui arrive à perdre même les experts. En tout cas, aujourd'hui, elle a un autre rôle. Moi, j'ai l'impression, son avocat dit tout le temps que Monique Olivier, dans sa première vie, c'est quelqu'un qui n'intéressait personne, qui n'était personne. Elle est devenue quelqu'un en étant, pour la première fois de sa vie peut-être, en étant la complice d'un tueur en série. Et aujourd'hui, elle est à nouveau quelqu'un, me semble-t-il, en aidant la justice. Voilà. Donc c'est son nouveau rôle. Merci beaucoup, Michel Fine. Merci beaucoup, Maître Corinne Herman, d'être venu sur ce plateau. On va continuer évidemment à suivre ce dossier. Merci d'être venu sur le plateau. Vous restez avec nous dans un instant. Un témoignage bouleversant, celui d'une mère qui veut savoir la vérité sur la mort de son fils. Je m'appelle Marion Descamps. Un peu avant Noël, il y a 3 ans, mon fils de 20 ans est mort. Et je ne sais toujours pas aujourd'hui ni comment, ni pourquoi. Marion Descamps veut savoir la vérité. La justice parle d'un suicide, mais dans cette affaire, il y a de très nombreuses incohérences qui rendent cette hypothèse difficilement croyable. Marion Descamps sera sur ce plateau dans un instant. À tout de suite. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, la suite d'Histoire criminelle. Dans un instant, un témoignage bouleversant, celui d'une mère qui veut savoir la vérité sur la mort de son fils. La justice évoque l'hypothèse d'un suicide, mais il y a dans ce dossier, vous allez le voir, de très nombreuses incohérences. Témoignage à suivre dans un instant, juste après le viseur de Guillaume Fabre. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Dans votre viseur cette semaine, une histoire absolument folle où comment des jumeaux pourraient bien échapper à la justice. Comment? C'est ce que vous allez nous expliquer dans un instant. Bah oui, c'est pour ménager le suspense. D'abord, expliquez-nous, ces jumeaux sont donc traduits devant la cour à Bobigny cette semaine. Oui, c'est ça, Philippe. Ils sont jugés depuis le début de cette semaine à Bobigny pour un meurtre, enfin même plusieurs, qui ont été commis à Saint-Ouen en 2020, et puis aussi une fusillade qui a aussi été commise la même année. Donc il y a un procès groupé et il y a 5 hommes qui comparaissent, dont effectivement, vous l'avez dit, deux jumeaux monozygotes, et il
y a sur une des armes qui a été utilisée dans cette fusillade, une Kalachnikov précisément, une trace ADN qui appartient à l'un des deux jumeaux. Voilà pour l'affaire. C'est ça qui est vous, parce qu'en fait là on a tout. On a une Kalachnikov qui est retrouvée sur les lieux du crime, on a l'empreinte ADN sur la Kalachnikov, jusque là on se dit c'est bon, le criminel va être accusé. Mais la question, c'est de savoir lequel. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, comme ils sont de vrais jumeaux monozygotes, donc ils ont le même ADN, rigoureusement le même ADN. Et donc tout l'enjeu du procès, c'est que comme il y a cette trace ADN sur une Kalachnikov qui a servi dans le cas de cette fusillade, on pourrait assez logiquement, dans d'autres affaires, prendre la trace ADN, l'imputer à celui à qui elle appartient, et dire il y a votre trace sur l'arme a été utilisée, je vous incrimine dans cette fusillade avec meurtre, tentative de meurtre, etc. Sauf que là, il se renvoie la balle et c'est pas la première fois. Ces deux jumeaux, ils sont âgés de 33 ans, ils sont prénommés Jérémy et Samuel, et dans tout leur parcours délinquant, ils ont toujours joué de l'échange de leurs vêtements, de l'échange de leur carte d'identité. Ils ont toujours joué de cette confusion entre leurs identités, entre leurs ADN, pour tromper la justice, et dans cette affaire encore, ils jouent de cette gémellité. Mais là, la science ne pourra pas déterminer duquel des deux frères est l'ADN ? En fait, dans certaines affaires, on peut aller très très loin pour imputer l'ADN à une personne, y compris dans le cas de gémellité, si on fait de l'épigénétique, si on fait des séquençages ADN qui sont des séquençages complexes, mais ça implique d'avoir une grande quantité d'ADN. Si vous n'avez qu'une trace d'ADN, et c'est le cas sur cette Kalachnikov, là c'est plus difficile d'aller aussi loin dans les investigations, et en l'état, on ne peut pas dire lequel des deux frères a effectivement manipulé cette Kalachnikov. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé que des jumeaux soient acquittés parce qu'on n'a jamais réussi à dire c'est la trace ADN de l'un ou de l'autre ? Oui, il y a un cas à Aix-en-Provence qui a été jugé en 2013. Alors c'était un crime sexuel, il y avait une trace ADN sur une victime, mais on n'arrivait pas à dire lequel des deux jumeaux était l'agresseur sexuel. Et donc, comme vous savez qu'en droit pénal français, on impute une infraction à un auteur précisément, si un doute subsiste, on est obligé d'acquitter les deux. Et ça, c'est la grande difficulté de cette affaire. Il peut arriver quand vous avez un meurtre, par exemple, en bande organisée, vous avez un homme au sol, tout le monde donne des coups de pied dans la tête, vous ne savez pas dire qui a porté le coup de pied mortel, vous les incriminez tous collectivement. Ça, c'est la théorie dite de la scène de crime unique. Mais quand vous n'êtes pas dans cette configuration, et là, il n'y a qu'une Kalachnikov qui a été utilisée dans l'affaire dont on parle, pour ces deux jumeaux, Samuel et Jérémy, on ne sait pas dire lequel des deux a effectivement manipulé cette Kalachnikov. Donc, il pourrait y avoir effectivement un acquittement au bénéfice du doute. Absolument incroyable. Merci beaucoup. Et Guillaume, c'était le viseur de Guillaume Fard comme tous les dimanches dans Histoire criminelle. Et tout de suite, on va rejoindre nos grands témoins. Avec nos grands témoins, on se plonge cette semaine dans une enquête qui n'a peut-être finalement jamais vraiment démarré. En tout cas, pas complètement et certainement pas abouti. L'enquête sur la mort d'un jeune garçon. Il s'appelait Abel. Il avait 20 ans et son corps a été retrouvé en décembre 2022 sur une plage de l'île de Ré. Abel, c'était lui. Il avait la vie devant lui. Il venait d'intégrer une école après avoir fait sa prépa. Et malheureusement, aujourd'hui, la justice semble ne pas vouloir aller au bout de ce dossier. C'est cette affaire qu'on va vous raconter avec la maman d'Abel, Marion Descamps. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous qui portez ce combat. Vous allez nous raconter votre histoire, ce combat que vous menez avec votre avocat. Bonjour, Maître Trassard. Merci d'être avec nous. Vous suivez et vous accompagnez Madame Descamps dans ce combat. Tout à fait. D'abord, on va parler un petit peu d'Abel, de votre fils, Madame Descamps. Abel, il avait 20 ans. Il venait de réussir sa prépa pour entrer dans une école d'ingénieurs à Rennes. C'était un garçon, vous m'avez dit, travailleur, rigoureux, même acharné dans ses études. Il était obsédé par l'idée de réussir ses études. Et là, il venait de réussir. Quels étaient ses projets en décembre 2022 ? Eh bien, il était vraiment ravi d'avoir eu ce concours pour lequel il avait tant travaillé. Abel, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement persévérant. Et donc là, il était dans le plaisir d'avoir réussi. Il appréciait ce moment, il en profitait pour passer son permis. Le fait de plus être dans le concours aussi, il se permettait de faire du sport, des activités qui lui plaisaient, un peu plus de jeux vidéo, des choses comme ça. Bref, il était dans un moment où il se projetait. Il y avait aussi un stage à l'étranger qui était prévu dans sa formation, donc il voulait aller en Espagne là-dessus. Il voulait aller en Espagne le faire, oui. Donc il était dans ses projets en fait. C'est un moment où sa vie allait bien.
ce qui rend encore plus incompréhensible évidemment ce qui s'est passé. On est le 17 décembre. Vous allez le 17 décembre recevoir un SMS parce qu'on va préciser que votre fils il fait ses études à Rennes, vous vivez du côté de La Rochelle, c'est vous qui allez le chercher généralement en voiture pour les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, et il va vous envoyer un SMS pour s'assurer d'abord que vous allez bien venir le chercher, que vous êtes bien calé aux bons horaires. Alors c'est le 16. Le 16, le vendredi, il m'envoie un SMS parce que je devais aller le chercher le 18, donc le dimanche. Et son SMS, ça va être « Au fait, maman, à quelle heure tu viens me chercher dimanche matin ?» Voilà, ça c'est son dernier message. Parce qu'effectivement, le 18, les gendarmes vont venir chez vous. Le 17. Le 17, le lendemain, les gendarmes vont venir chez vous, pardon. Comment ça se passe à ce moment-là ? Alors, d'abord, moi, j'étais pas chez moi. C'est mon fils, le petit frère d'Abel, qui était là. Donc, ils ont annoncé le décès d'Abel à mon fils sans ma présence, qui était mineur à cette époque-là. Donc déjà, c'était pas. Bref. C'est vraiment dur. Et en fait, moi, j'ai été sidérée à l'annonce parce que j'avais reçu ce message de la veille. Donc, pour moi, il était à Rennes. Donc je comprenais pas du tout et ça me semblait invraisemblable. Donc j'ai tout de suite demandé à vérifier parce que je ne croyais absolument pas que ça pouvait être lui puisque je devais aller le chercher le lendemain. Lui devait être à Rennes. Pas de sens. Et on vous dit on a retrouvé son corps sur une plage de l'île de Ré, la plage de Rivedoux. C'est ça. Évidemment, il y a c'est le début de l'histoire et c'est là où on va rentrer dans tout ce qui est une zone d'ombre aujourd'hui, maître. Abel était à Rennes. Il devait repartir avec vous le 18, et puis en fait on découvre, quand on remonte le fil, qu'il a pris un Blablacar, donc une location de voiture avec d'autres personnes, sur des plateformes très courantes qui existent où on transporte des gens. Il va prendre un Blablacar qui va le conduire à La Rochelle le 16 décembre, le soir. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce passage-là, de ce voyage-là ? Alors, on sait déjà qu'il a réservé ce voyage, donc le 14, qui est un mercredi. Il va donc adresser le message à Madame Descamps après avoir réservé ce Blablacar. On sait que Abel arrive sur les coups de 21h45 sur l'île de Ré. On le sait parce que les images de vidéosurveillance du péage de l'île de Ré indiquent qu'il passe avec la voiture de cette jeune fille qui conduit le Blablacar vers 21h42 très exactement. On sait aussi, dans le cadre de cette enquête, que Abel va rester sur l'île de Ré environ 1h14, sans qu'on sache ce qu'il a pu faire sur cette île de Ré, sans que d'ailleurs les enquêteurs ne soient posé la question de savoir ce qu'il a pu faire sur cette île de Ré. Et on le sait parce qu'on a les images de vidéosurveillance du pont qui font apparaître Abel sur les coups de 22h59, très exactement, alors qu'il est arrivé à 21h45. Donc effectivement, on a cette arrivée sur la première image de caméra du pont de l'île de Ré à 22h59. On a une deuxième image sur la deuxième caméra qui est à 23h03 très exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pont de l'île de Ré, vous avez très exactement 8 caméras qui sont espacées de 400 mètres. Donc il a parcouru 800 mètres. Et les enquêteurs vont indiquer que après cette fameuse caméra qui est la caméra numéro 7, ils vont visionner les caméras suivantes et ils ne verront plus Abel. Ils vont en tirer une conclusion. Suicide. Abel a sauté du pont. Exactement. On a donc un voyage qui n'était pas programmé, un voyage qu'Abel organise sans vous prévenir avec un Blablacar. On sait qu'il est à l'île de Ré, on ne le voit plus passer sur une caméra du pont, et donc on dit Abel a sauté du pont. Et c'est là où on rentre dans ces incohérences du dossier. D'abord, maître, parce que ce pont, vous avez fait vérifier la hauteur. On est environ 40 mètres, c'est ça ? Alors, un petit peu moins de ça. L'estimation est entre 28 mètres et 38 mètres de hauteur. On se fonde sur deux éléments qui sont qu'il a parcouru 800 mètres, veuillez m'excuser. Donc, il est à peu près au tiers du pont. Oui. Et puis, les autres éléments m'ont été communiqués par des personnes qui ont participé à la construction du pont pour me dire que l'endroit où les gendarmes pensent qu'il a pu sauter serait à peu près au quart du pont. Donc, on est entre 28 et 38 mètres de hauteur. Et à l'issue d'un saut de ces 38 mètres, son corps est tout à fait intact. Parfaitement intact, effectivement. Pas de blessure, pas d'hématome, rien de cassé ? Non. Les vêtements sont parfaitement en ordre, c'est-à-dire qu'il a sur lui son bonnet, sa capuche de blouson. Aucune séquelle de quelque ordre que ce soit n'est retrouvée sur le corps. Là, évidemment, vous êtes médecin, en plus.
vous vous êtes renseigné, vous avez même regardé les sauts, vous m'avez expliqué des sportifs quand ils font des sauts de très très haute hauteur. C'est extrêmement dangereux. S'il avait sauté de environ 30 mètres, il y aurait des séquelles. Bien sûr, c'est sûr. Même de moins, de 15 mètres, on aurait déjà des séquelles. Donc ça, c'est absolument pas possible. Et je l'ai dit aux enquêteurs que ça n'était pas cohérent avec un saut. Et j'ai demandé à ce que le médecin légiste qui avait fait l'autopsie et conclu à une noyade puisse être interrogé sur cette possibilité d'un saut, parce que moi je sais très bien que la réponse aurait été non, c'est pas possible. Il y aurait eu des lésions externes et des lésions internes aussi, donc qu'il n'y avait pas à l'autopsie. Donc, on a donc ça pour le coup c'est pas possible. Une première incohérence. Il y a une deuxième incohérence, c'est que dans le Blablacar qu'il va prendre, Abel a un sac. Et quand il va être retrouvé sur cette plage, il y a 2 sacs avec lui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs ? Alors, il y a un pique-nique, en gros, enfin des canettes pour boire des sodas, des choses comme ça, de quoi pique-niquer. Il y a une chaîne de vélo, ses papiers. Donc, on a l'impression je vais aller quelque part, je prends de quoi manger et voilà, pour revenir. Il y a de quoi ouvrir les boîtes de conserve. Et puis, il y a un grand couteau qui est présent dans un des 2 sacs, qui est un élément extrêmement étrange et dont j'ai demandé aussi à ce qu'il soit exploité et sans résultat. C'est évidemment un élément important parce que la question qui se pose, c'est pourquoi un enfant de 16 ans qui à la rigueur aurait voulu venir sur l'île de Ré plus vite qu'en attendant le 18 aurait pris un grand couteau avec lui. Bien sûr, effectivement. Oui. Quelles sont vos hypothèses sur ce sujet ? Pardon ? Quelles sont vos hypothèses sur le fait qu'il y ait un couteau avec lui ? Moi, je me garde bien d'émettre des hypothèses dans ce type de dossier. J'ai des idées, naturellement, je laisserai plutôt Madame Descamps parler des hypothèses. En tout cas, moi, je suis là pour dire une chose, et c'est la chose pour laquelle je me bats depuis le départ, c'est que ce jeune homme, Abel, qui avait un sac, on en est sûr, puisque la conductrice et la passagère vont l'expliquer, va pendant 1h14 rester sur l'île de Ré, et on va le retrouver le lendemain mort avec 2 sacs. 2 sacs avec des contenus effectivement qui sont vraiment très différents, puisque l'un d'entre eux contient plutôt des denrées alimentaires, l'autre va contenir, je complète un peu ce que disait Madame Descamps, outre une chaîne, un gros couteau de cuisine, un petit couteau de cuisine, 2 bouteilles de Contrex et une clé plate de 26. Ah oui. Donc forcément, ça interroge. Ça interroge sur comment il a eu ce 2e sac, pourquoi il a eu ce 2e sac, et surtout, quel était l'intérêt d'avoir ces éléments-là dans le 2e sac ? Parce que vous l'aurez compris, pour moi, logiquement, le 1er sac, c'est celui avec les denrées alimentaires, celui qu'il avait avec lui pour le trajet, et le 2e sac serait éventuellement celui qu'on lui aurait remis sur l'île de Ré pendant l'heure 14 qu'il a passé, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a donc un saut sans lésion qui semble difficilement crédible. Il y a un 2e sac qui arrive là, on ne sait pas par qui, avec dedans un couteau, des éléments peut-être pour se défendre. Vous nous direz quelles sont les idées que vous pouvez avoir. Il y a aussi les bornages téléphoniques qui vont poser de nombreuses questions. On va regarder, on a refait la fresque chronologique de ce qui a pu se passer avec les différents éléments qu'on a dans ce dossier. On sait donc qu'à 21h42, comme vous le disiez, Maître, le Blablacar passe le péage du pont de l'île de Ré. À 21h57, il va y avoir un bornage sur la plage de Rivedoux. À 23h03, les enquêteurs disent c'est le moment du saut présumé d'Abel. 23h21, un bornage à La Rochelle, non plus à l'île de Ré, à La Rochelle, et le téléphone va arrêter d'émettre à minuit 53. Il y a dans cette chronologie beaucoup de problèmes aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, juste un petit point de détail sur ce que vous indiquiez tout à l'heure. Effectivement, sur cette chronologie, on a de multiples questions qui se posent. La première, pas dans l'ordre bien évidemment, c'est que si on suit la théorie des gendarmes, selon laquelle il aurait sauté à 23h03, son téléphone arrête de borner à 0h53, de l'autre côté, à La Rochelle. Ça voudrait donc dire que son téléphone, immergé, a borné pendant 1h50. C'est techniquement strictement impossible. L'autre problématique, je rejoins un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gendarmes, lorsqu'ils vont exploiter les images de vidéosurveillance,
vont dire, nous visionnons l'image de la caméra numéro 6, nous ne le voyons pas. Sauf que ce jour-là, la caméra numéro 6 ne fonctionnait pas. C'est les gendarmes eux-mêmes qui vont le noter par la suite. La 5 ne fonctionnait pas. La 3 ne fonctionnait pas. Et les gendarmes vont bien expliquer dans ce dossier que ce jour-là, il y avait une panne du serveur principal, que c'est un serveur secondaire qui a pris le relais, de piètre qualité, et qu'en plus, il y avait des dysfonctionnements et des caméras hors service. Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui fait que aujourd'hui, on a une enquête qui a été menée, mais pas jusqu'au bout. On ne s'est pas interrogé sur toutes les incohérences qu'il y a, notamment, comme vous l'avez dit, sur la chronologie qui n'a pas de sens en fin de compte. Et puis on va aussi retrouver une rose sur la plage, à côté des affaires d'Abel. On voit bien là toutes les incohérences de ce dossier. Quelle est, pour vous, l'hypothèse? Vous en êtes réduite à faire des hypothèses, évidemment, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et j'imagine que dans votre tête, il y en a beaucoup d'hypothèses depuis décembre 2022, mais qu'est-ce qui, selon vous, a pu se passer? Effectivement, des hypothèses, je crois que tout imaginer. Mais en fait, c'est très compliqué pour moi de trouver une hypothèse, parce que je suis tellement sidérée de l'accumulation de choses invraisemblables que j'ai du mal à trouver une hypothèse. Donc moi, je connais mon fils, donc je sais qu'il ferait pas de mal à qui que ce soit et qu'il ne se serait pas fait de mal. Donc forcément, je pense qu'il s'est passé quelque chose où soit on lui a fait du mal, soit il a été mis en danger et on lui a pas porté secours, des choses comme ça. Mais j'ai du mal à comprendre comment des enquêteurs qui m'avaient pourtant l'air expérimentés peuvent ne pas vouloir exploiter la vidéosurveillance sur l'île de Ré pendant l'heure et quart où Abel était dessus, en me disant que c'est pas la peine parce que cette vidéosurveillance ne couvre pas l'ensemble du village. Ne pas interroger ses camarades. Ne pas interroger, et puis ne pas exploiter les messageries sécurisées, les mails, alors qu'Abel, je leur ai dit tout de suite, avait eu un passé de surdité dans l'enfance, donc le téléphone, clairement, il s'en servait très bien. Il passait par l'écrit. Il passait par écrit. Donc d'emblée, j'avais bien mentionné qu'il fallait aller voir les messageries écrites, surtout par exemple les plateformes de jeux en ligne auxquelles il jouait beaucoup. Et ça, c'est refusé. Donc tout ça, pour moi, c'est de la sidération. Aujourd'hui, on vous a clairement dit, à cet âge-là, statistiquement, le mot est horrible, c'est un suicide. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit pendant la perquisition. On m'a dit, statistiquement, à cet âge-là, c'est un suicide, donc nous, on ne cherche que dans cette direction. Et on voit bien que c'est la direction qui a été conduite. Effectivement. C'est pour ça que vous vous battez. C'est pour ça que vous lancez un appel à témoins. Vous l'avez lancé sur les réseaux sociaux. On l'a remis en forme avec les différents éléments. Mais il est important cet appel à témoins parce que c'est celui pour essayer de recueillir des éléments. C'était donc le 17 décembre 2022. C'était sur la plage de Rivedoux. Et il y a ce mail pourabel@gmail.com pour envoyer directement à vous un témoignage, des choses qu'on aurait vues. Qu'est-ce que vous attendez? Que des gens parlent, que des gens aient vu même pas grand-chose d'ailleurs. Des fois, des tout petits éléments peuvent suffire, maître. Bien sûr. Bien sûr, effectivement, un témoignage, quelqu'un qui l'aurait vu à un endroit bien précis sur l'île de Ré ce jour-là pourrait déjà nous apporter des éléments concrets. Mais ce qu'on attend aussi au-delà de tout ça, c'est que la justice se dise simplement, voilà, le procureur peut très bien le faire, dire très bien, aujourd'hui je rouvre l'enquête sur cette problématique-là. Effectivement, il y a des choses qui sont douteuses, donc je vais faire cet effort que d'ouvrir l'enquête pour qu'on aille investiguer sur ces points précis sur lesquels le voile doit être absolument levé, ne serait-ce que pour apporter des réponses à cette maman à qui on a dit au départ, madame, statistiquement, c'est un suicide. Et effectivement, ils sont partis sur dans cette logique-là, et je dirais simplement un mot pour dire que même la cellule d'identification criminelle ne s'est pas déplacée sur la base de ce qu'ont dit les gendarmes. Ça veut donc dire qu'ils ont considéré de facto qu'il n'y avait pas eu d'intervention d'un tiers dès le début dans cette enquête. Alors qu'on aurait pu faire des prélèvements ADN pour voir si on retrouvait l'ADN d'autres personnes sur ces fameux sacs, notamment. Et ce qui est encore possible aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils sont sous scellés. Vous avez formé un pourvoi en cassation. Vous attendez un retour pour que cette enquête soit rouverte. Vous avez aussi fait le choix d'interpeller sur les réseaux sociaux directement le président de la République. On a montré un petit extrait tout à l'heure. C'est très émouvant. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président? Qu'est-ce que vous attendez de la justice?
En fait, il faut comprendre que quand on vit quelque chose comme ça, on se sent extrêmement seul face à une espèce d'indifférence institutionnelle. On se sent vraiment tout petit, en fait. Et l'appel à témoins, l'interpellation de... Alors, j'ai interpellé le président, j'ai frappé à toutes les portes possibles et imaginables. Et d'ailleurs, je continuais. L'idée, c'est peu importe celui qui va pouvoir m'aider, mais là, vraiment, j'ai besoin d'aide parce que sinon, il se passera rien et on saura jamais la vérité. Et Abel mérite qu'on sache la vérité, ses frères et sœurs méritent qu'on sache la vérité parce que c'est des enfants merveilleux qui ont besoin, pour faire leur deuil, de savoir ce qui s'est passé pour leur frère. Donc je lâcherai pas en fait. Pour mes enfants, pour Abel, je lâcherai pas. J'ai besoin d'aide. C'est l'appel que vous lancez pour que l'enquête soit reprise et vous l'avez dit, peu importe le résultat, vous voulez savoir, juste avoir des réponses. Oui, parce que comme je le dis dans la vidéo, de toute façon, la vérité ne va pas me plaire. Et c'est ce que je disais souvent aux enquêteurs. C'est pas que je refuse la thèse du suicide. Il y en a pas une thèse qui va me plaire plus qu'une autre, puisqu'Abel est mort. Donc ça se termine mal. Mais par contre, sans la vérité, faire le deuil, c'est compliqué. C'est pour Abel que vous faites tout cela? C'est pour vos autres enfants? Oui. Je peux pas... Mes autres enfants ont fait preuve d'une résilience assez incroyable. Même s'ils ont leurs moments de tristesse, d'angoisse, comme nous tous, mais ils sont quand même très forts. Donc, je trouve qu'ils méritent qu'on leur dise que leur frère était important, suffisamment important pour que l'État se mobilise et cherche ce qui s'est passé. On peut pas, à 20 ans, mourir de noyade et classer le dossier en disant la statistique. Non, c'est pas possible, c'est inentendable. Je peux pas, et je peux pas aller voir mes enfants et leur dire moi je vais laisser tomber. Je le ferai pas. Et c'est le combat que vous menez. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. On va continuer à suivre évidemment votre dossier en espérant que vous puissiez avoir des réponses et que la justice rouvre l'enquête pour vous apporter des réponses. Et évidemment, Histoire criminelle, vous le savez, c'est aussi en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez réécouter cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.